Bienvenue dans Éclat de voix, le podcast qui libère la parole et donne envie de s'exprimer, de défendre ses projets, de communiquer depuis l'espace du cœur. C'est à la portée de tous. Je suis Anne-Claire Delval, auteure, ancienne journaliste, communicante. À ce micro, je vous propose 3 choses. 1. Des pistes concrètes et de l'impulsion pour retrouver l'aisance, mais aussi votre éloquence naturelle. 2. Accueillir des invités qui, comme moi, vous guideront vers une communication constructive et créative. 3. Vous donner la parole, vous, héroïnes, héros du quotidien, porteuses, porteurs de nobles causes, de messages forts pour nous faire rêver, nous faire réfléchir. Prêts à vibrer de vos plus beaux éclats de voix? Allons-y! Éclat de voix entame 2024 en fanfare avec un tout premier partenariat dont je suis très heureuse de vous faire part. Youpi! C'est en collaboration avec le média qui retourne l'info, j'ai nommé Moyenne Mentale, que cet épisode a été imaginé. En effet, quand nous avons échangé avec Joël Letch, mon invité du jour à propos de la parole des sportives, je me suis dit que ce sujet méritait une couverture maximale. Bien sûr, j'ai immédiatement pensé à Moyenne Mentale, tout d'abord parce que je garde un souvenir ému des premiers numéros auxquels j'ai eu le plaisir de contribuer. Ensuite, parce que Simon Béot, son fondateur, est particulièrement sensible à la question d'égalité femmes-hommes dans le sport. Il a donc dit oui immédiatement, ce qui m'a ravi au plus haut point. Vous pourrez d'ailleurs retrouver une longue interview de Joël que j'ai signée et qui complète notre entretien d'aujourd'hui dans le numéro 27 du magazine Mental à paraître le 31 janvier. En tant que cycliste, certes amatrice, mais sportive tout de même, s'interroger sur la parole entendue ou muselée des femmes dans le milieu sportif me semblait d'autant plus pertinent que le traitement médiatique des sportives est un puissant révélateur. Sur les milliers d'heures consacrées au sport annuellement, tous médias confondus, on voit seulement des hommes, environ 74% du temps. Et selon l'UNESCO, je cite, les médias ont tendance à représenter les athlètes féminines premièrement en tant que femmes et ensuite en tant qu'athlètes, alors que les hommes sont dépeints comme étant puissants, indépendants et valorisés en tant qu'athlètes. La couverture sportive des femmes fait souvent référence à leur apparence, à leur âge ou leur vie de famille. Fin de citation. Contribuons donc à rééquilibrer les choses en cette année historique, puisque oui, les Jeux olympiques 2024 seront les premiers Jeux paritaires de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y aura autant d'athlètes femmes que d'athlètes hommes. Attention, ça ne veut pas dire égalitaire, notamment en termes de salaire ou de considération. Et ça permet, je cite Tony Estanguet, président de Paris 2024, un clin d'œil aux Jeux de Paris 1900 qui avait vu la première participation des femmes. Féministe dans l'âme, mon invité Joël souhaite faire de l'égalité femmes-hommes dans le sport une véritable cause nationale au Luxembourg. Bon, et au-delà des frontières aussi, si possible. Cofondatrice de la société de conseil en ressources humaines ADT Center, Joël est aussi membre exécutif du Conseil national des femmes du Luxembourg, dont elle a été présidente en 2011 et 2012. Son engagement dans la cause du sport féminin n'est pas un hasard. Elle est fille du footballeur international Léon Lutsch et petite-fille du champion cycliste Nick Franz, 2 fois vainqueur du Tour de France tout de même. Et elle a pratiqué elle-même de multiples disciplines dès son plus jeune âge. Bienvenue à elle. Bonjour Joël. Bonjour Anne-Claire. Alors je me demandais pourquoi est-ce que tu t'es particulièrement intéressée à la place des femmes dans le sport? Alors, je m'engage en fait pour la promotion des femmes et pour tous les sujets sur l'égalité homme-femme depuis plus de 40 ans, mais vraiment dans tous les domaines de la société. Ça peut être la politique, l'économique, le social, mais effectivement aussi le sport. En fait, je viens d'une famille de grands sportifs luxembourgeois. J'ai pratiqué également beaucoup de sports et j'ai déjà constaté lorsque j'étais très jeune, en ouvrant en fait le journal le lundi matin,
hop, au niveau des résultats sportifs, eh bien, on parlait très peu des femmes, mais on parlait beaucoup des hommes. Alors déjà, à l'âge de 12 ans, 14 ans, je me suis dit, non, ça, il faudra changer, il faudra faire les choses différemment, donner plus de visibilité aux filles et aux femmes. Et donc, ça explique effectivement mon engagement pour une égalité hommes et femmes dans le sport. Oui, effectivement, j'avais lu que ton papa était un grand footballeur luxembourgeois, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Donc, mon père a joué à l'équipe internationale. Il était également aux Jeux Olympiques à Helsinki en 1952. Mon grand-père, il a gagné 2 fois le Tour de France. Donc, j'ai vraiment baigné dans le sport depuis mon âge très jeune. Et j'ai grandi dans un magasin de sport. Donc, pour moi, c'était tout à fait naturel, en fait, de vendre des vélos, des chaussures de sport et j'en raffolais vraiment. Alors, tu parlais des Jeux olympiques. Il a fallu attendre 1928 pour que les femmes puissent prendre part à cette compétition. Donc, je suppose que depuis, il y a bien eu des avancées, mais quand même, en Europe, on sait que seulement 7% de femmes président une fédération de sport olympique. Et au Luxembourg en particulier, la situation est que seulement 5 fédérations sur 53 sont dirigées par une femme. Alors je me dis que la parole des femmes dans ce cadre sportif doit être assez peu audible compte tenu du fait qu'elles sont assez peu représentées en réalité. Tout à fait, Anne-Claire. Et c'est ça un peu l'idée de lancer notre projet tout ensemble vers l'égalité homme-femme dans le sport que nous avons réalisé avec la ville d'Esch. Et pour démarrer le projet, nous avons justement commandité une étude pour regarder un peu les faits, les statistiques de la représentation des femmes dans le monde des sports à Luxembourg. Eh bien, tu as déjà avancé certains chiffres et c'est vrai au niveau déjà de tout ce qui est la présence des femmes dans la gouvernance, dans les instances décisionnelles. Très peu de femmes. Également dans tout ce qui est les pratiques sportives. Donc là, au Luxembourg, nous retrouvons uniquement 27% de femmes qui ont une licence dans un club sportif. Sur le plan européen, les chiffres sont un peu identiques. Donc il y a 31% de femmes qui ont une licence. Mais au niveau de la gouvernance, il y a encore moins de femmes en Europe qui président une fédération comme au Luxembourg. Donc on voit qu'il y a encore énormément de travail à faire et c'était ça l'idée justement de notre projet, de pouvoir parler après sur des faits, sur des statistiques, de mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Et en fait, fédérer autour de ça tous les acteurs, toutes les actrices en fait du monde sportif pour dire aujourd'hui, en 2023, nous souhaitons en fait changer les choses. Et c'est vrai, nous avons trouvé beaucoup d'acteurs et d'actrices qui se sont également mis debout en disant, voilà, aujourd'hui, il faut faire différemment et ensemble, nous souhaitons nous mobiliser pour une égalité homme-femme dans le sport à Luxembourg. En réalité, j'ai l'impression que ce que tu nous décris là n'est rien d'autre que le reflet de la société en général finalement, puisque dans la société, ben, très peu de femmes représentent des femmes, on en parle souvent dans les conseils d'administration, dans les sphères décisionnelles. Donc finalement, le sport, dans ce monde-là, on retrouve la même problématique. Tout à fait. Les dernières années, on avait oublié les femmes de pouvoir en fait, oui, les promouvoir dans les sphères décisionnelles, mais il n'est jamais trop tard et nous sommes là aujourd'hui pour faire changer les choses, pour mettre en fait en place tout un mouvement pour promouvoir une culture d'égalité dans le monde sportif. Et je dois dire, en fait, nos projets aujourd'hui sont quand même bien soutenus, soutenus par des sportifs, soutenus également par des hommes, ce qui nous est tout à fait important aussi. C'est pas un projet de femmes, mais c'est un projet d'hommes et de femmes qui sont là pour se mobiliser et pour insuffler en fait une culture d'égalité. Je peux citer comme exemple, Christine Majerus, une de nos meilleures cyclistes, était l'ambassadrice en fait de notre projet avec la ville d'Esch tout ensemble pour l'égalité hommes-femmes dans le sport. Nous avons su également mobiliser Barbara Agostino. Barbara était en fait la première capitaine de l'équipe nationale du football ici à Luxembourg, une femme aussi qui a rejoint le Parlement aujourd'hui, donc qui peut aussi maintenant influer le monde politique.
Mais il y a eu également des hommes qui ont soutenu le projet, par exemple Jean-Marie Hersfeld, qui est en fait un entraîneur et un membre du club de boxe à Esch, et Michel Reiland, qui est le vice-président de la Fédération luxembourgeoise du basketball. Donc tout un beau monde qui était là pour dire, voilà, ensemble, nous souhaitons porter un message et justement promouvoir le sport féminin et faire en sorte que les inégalités, on puisse les faire changer. C'est bien de se rendre compte que finalement, et ce que tu disais particulièrement, c'est pas un projet de femme, c'est finalement un projet, c'est peut-être un mot à la mode, mais d'inclusion, de se retrouver tous ensemble autour de quelque chose qu'on aime et pratiquer ensemble. En faisant les recherches pour cet épisode, je suis retombée sur un film qui s'appelle Joue-la comme Beckham, qui date de 2002, qui a quand même eu plus de 10 millions de spectateurs, et ce qui a fait de lui des plus grands succès commerciaux du cinéma britannique. En gros, il raconte l'histoire de Jess Braham, qui est une jeune fille d'origine indienne, qui veut devenir footballeuse, alors qu'évidemment ses parents ont d'autres projets pour elle d'avenir, bien tracés, on va dire. 22 ans après ce succès, ce que j'ai envie de te poser comme question, c'est est-ce qu'on peut dire que le cinéma a aussi, lui, un rôle à jouer dans la prise de conscience de la place et de la parole des femmes dans le cadre sportif? Tout à fait, tout à fait. Le cinéma joue un rôle très important. Il permet justement de véhiculer les messages, de faire réfléchir le public, de montrer justement toutes sortes d'inégalités existantes. Alors, il est intéressant de mentionner que l'année dernière, une réalisatrice à Luxembourg, Tessitreuse, a justement réalisé et fait sortir un film qui s'appelle Umball, 50 Jahre Frauenfußball zu Lützeburg, qui est un documentaire très très intéressant parce que justement, il parle en fait des origines du football féminin à Luxembourg. Alors, tu peux très bien imaginer, il y a 50 ans, les premières femmes qui jouaient, c'était des femmes énormément courageuses, audacieuses, qui osaient entrer dans le monde des hommes, mais où on souriait bien sûr sur leur façon de faire, de jouer, etc. Alors qu'aujourd'hui, nous voyons que le football féminin a bien évolué, qu'aujourd'hui nous avons une équipe nationale féminine très très performante et qui est bien présente sur le monde sportif à Luxembourg. Donc effectivement, le cinéma peut apporter beaucoup de choses. En tant qu'ASBL Femme pionnière du Luxembourg, j'avais invité avec mes collègues de l'ASBL également Anne-Flore Marxar il y a quelques années à Luxembourg. Anne-Flore Marxar est en fait une championne du monde du snowboard freeride. Et Anne-Flore est une militante aussi pour l'égalité dans le sport. Et elle nous avait amené justement son film qui s'appelle A Land Shaped by Women. En fait, elle avait réalisé ce film en Islande, justement un pays qui favorise aussi l'égalité homme-femme dans le monde. Et lors de la présentation du film, elle nous a parlé de certaines anecdotes qu'elle a vécues comme sportive de haut niveau. Par exemple, à l'époque, lorsque le snowboarder masculin avait gagné, eh bien, il y a eu de l'argent, il y a eu des cadeaux formidables. Et elle, comme première, elle a eu un tout beau t-shirt. Excellent. Voilà, donc des choses effectivement qui se sont passées il y a 10 ans, 15 ans. Donc c'était des choses qui à l'époque étaient tout à fait normales. Donc je pense la valeur économique des femmes dans le sport souvent sont inférieures aux hommes. Et c'est là aussi qu'il faut en parler, il faut changer les choses. Nous savons pertinemment que le fameux Paris-Roubaix, encore il y a 2 ans, pour les femmes, au niveau des primes pour la première, était à un montant dérisoire par rapport aux hommes, aux premiers hommes. Et donc, suite à ça, il y a tout un tollé quand même dans les médias. Et finalement, il y a eu un changement aussi par rapport à certaines adaptations de primes, de salaires. Donc, ça commence à changer, ça commence à évoluer au niveau des mentalités, mais nous sommes encore très loin de ce que j'appellerais une société égalitaire où les hommes et les femmes ont la même place. J'aime beaucoup ton optimisme, Joël, et je trouve que c'est vraiment intéressant d'observer que depuis 40 ans, puisque tu disais que depuis 40 ans tu es impliqué dans ces questions-là, les choses évoluent et au fur et à mesure des choses et des événements qui se produisent. Et on peut noter à Luxembourg, par exemple, que le dribble d'or est remis maintenant aussi bien aux hommes qu'aux femmes et que cette année, ou plutôt en 2023,
Donc l'année dernière, puisque c'était la troisième édition, c'est Annie Thompson du FC Mamers 32 qui a été sacrée meilleure joueuse. Donc, grâce à Mental, on peut dire que sur le plan footballistique, les femmes sont aussi mises un petit peu plus en avant que ça n'était précédemment. Je trouve que c'est intéressant de voir que les choses évoluent et qu'il y a aussi donc cette reconnaissance du football féminin au Luxembourg comme ailleurs. Donc c'est vraiment une excellente, initiative et je tiens à les féliciter et je tiens également à encourager, d'autres instances, à faire, je dirais de bonnes pratiques, identiques parce que c'est vrai, ça permet de rendre en fait, les femmes, visibles, les femmes sportives visibles et de reconnaître en fait les résultats, les performances qu'elles font. Donc aller vers l'avant, félicitations en tout cas à Montal. Merci pour eux. Alors, dans la suite logique de ce dont je parlais tout à l'heure, du film Joue-la comme Bécane, en 2021, une journaliste en France qui s'appelle Assia Hamdi a publié un livre qui s'appelle Joue-la comme Mégane, qui est en référence au film, et aussi à Megan Rapinoe, qui est championne du monde de football et icône américaine pour la lutte justement pour l'égalité homme-femme dans le sport. Et Assia Hamdi dit dans une interview à Ouest France que pour elle, Megan Rapinoe n'attend pas qu'on lui donne la parole et elle la prend. Alors comment libérer la parole des sportifs, qu'elles soient professionnelles ou non, arbitres, joueuses, dirigeantes, en sachant que les journalistes elles-mêmes sont souvent victimes d'une discrimination, comme le souligne l'association française journalistes, femmes journalistes de sport sur son site. Tout à fait, c'est un vrai défi parce que libérer la parole aux sportifs, c'est pas quelque chose qui est facile. Il y a pas beaucoup de plateformes, en fait, qui le proposent et là, j'adhère vraiment à ça. Il faut tout simplement prendre sa parole ou alors mettre en place, des actions, des projets, justement pour permettre aux femmes, de pouvoir s'exprimer, être beaucoup plus visibles. C'était justement un des objectifs avec le projet que nous avons fait avec, la ville d'Esch, Tout ensemble vers l'égalité hommes-femmes dans le sport, de donner en fait une plateforme aux femmes de pouvoir s'exprimer. Aussi bien les femmes sportives, mais également celles qui sont dans les fédérations, celles qui sont dans des fonctions justement d'arbitrage ou dans d'autres fonctions au niveau du staff. Pareil, lorsque nous avons, eu cette vision de faire une première édition de la Journée internationale du sport féminin, là aussi on s'est dit: «C'est peut-être, une possibilité de proposer en fait une belle plateforme pour les femmes à Luxembourg, d'être visibles et pouvoir prendre, la parole». Donc je pense tout ça va créer, toutes sortes de manifestations, toutes sortes d'actions, de tables rondes où, nous allons mettre les femmes à l'honneur et ça leur permettra alors de s'exprimer, de parler un peu de leur vécu, de faire un état des lieux des choses, de voir un peu qu'est-ce qui fonctionne bien, mais sur quoi est-ce que nous pouvons encore, avancer et je reste assez optimiste que nous pouvons continuer à faire évoluer les mentalités. Ton optimisme toujours et encore qui te drive, c'est génial. Alors, justement, tu as rédigé un guide d'information et de bonnes pratiques qui est paru en mars 2023. Comment est-ce qu'il a été accueilli et est-ce que déjà tu constates qu'il a pu ouvrir la voie VOIE et la voie VOIX aux femmes? Alors en fait, quel a été, l'objectif de ce guide? C'était le produit final de notre colloque que nous avions organisé avec, la ville d'Esch, l'année dernière. Un colloque qui était une première à Luxembourg, qui avait connu un très, très grand succès parce que justement, cela permettrait à une plateforme, de pouvoir, discuter et s'exprimer par rapport, à la promotion du sport féminin et aux inégalités également, existantes et tout ce que nous avons travaillé au niveau des workshops, donc j'ai eu l'occasion de récolter en fait toutes ces belles idées qui étaient, prononcées à l'époque et de pouvoir, les rédiger, sous forme en fait d'un guide. Alors ce guide justement contient d'une part, toutes sortes de statistiques, toutes sortes de faits, donc on a fait vraiment cet état des lieux sur le sport féminin, mais également toutes sortes d'idées pour des bonnes pratiques et c'est ça qui est très important d'avoir en fait une source
d'inspiration pour les clubs sportifs, les fédérations, les communes, de voir qu'est-ce que je peux faire dans mon quotidien pour améliorer les choses. C'est pas toujours les très grands pas ou très grands sauts, mais c'est des petites choses. Déjà parler de ça dans son club, faire des statistiques, réfléchir la prochaine fois que nous allons créer une brochure dans notre club sportif, de mettre également des photos de femmes. Pourquoi pas faire un Girls' Day pour justement détecter les talents lorsque je fais une activité pour les enfants. Donc il y a plein de petites choses que je peux mettre en place et également toutes sortes d'informations, de sensibilisation pour le staff, pour les entraîneurs, pour les entraîneuses, parce que finalement, qu'est-ce qui nous freine? Souvent, en fait, notre éducation reçue. Nous pensons toutes et tous encore sous forme de stéréotypes. Nous avons encore des jugements en tête par rapport à comment est-ce qu'il faut être comme fille, comme garçon. Et c'est ça souvent qui nous freine. Ça nous freine tous dans notre quotidien. Et je pense que c'est important dans le monde sportif d'en parler pour pouvoir déconstruire les stéréotypes et avoir une approche beaucoup plus ouverte, beaucoup plus inclusive par rapport aux garçons et aux filles que nous avons au niveau des clubs sportifs. Donc, dans la suite de cette démarche, tu es aussi à l'origine de cette première édition de la Journée internationale du sport au féminin, en tout cas à Luxembourg. Elle s'est tenue hier, le 24 janvier 2024. Donc, c'est quand même un beau symbole du point de vue des chiffres. Bravo. Qu'est-ce que tu en attends? Alors, justement, j'avoue que c'était un rêve que j'avais déjà il y a 10 ans, un jour de pouvoir en fait célébrer cette Journée internationale du sport féminin. Elle a été en fait fondée en France à l'époque en 2014, entre autres par le Comité olympique français, pour donner plus de la visibilité au sport féminin. Et je me suis battue pendant des années pour avancer par rapport, je dirais, à cette vision. Et avec mes collègues Norma Zambon et Nicole Jamming de la ville d'Esch, nous avons su travailler sur le projet et créer toute une émulation au niveau des communes à Luxembourg, donc créer un collectif en fait au niveau des communes qui sont aujourd'hui partenaires dans le projet et qui maintenant ensemble vont organiser plein d'activités dans leur commune, ensemble avec leur club sportif, pour célébrer cette journée internationale du sport féminin. Et je ne peux que féliciter toutes les communes parce qu'elles ont mis en place un programme formidable. Il y a dans certaines communes des tables rondes, il y a dans d'autres communes des expositions sur des photos de femmes actives dans le monde sportif. Il y a des films qui sont montrés du monde sportif, donc des diffusions de films, des journées découvertes pour découvrir en tant que femme ou fille certains sports dits encore typiquement masculins. Donc, toutes sortes d'activités, justement avec l'objectif de mobiliser un peu plus de femmes et de filles pour pratiquer le sport. Comme nous savons qu'aujourd'hui, il reste encore peu de femmes ou de filles actives dans le sport et que le sport, finalement, c'est important pour notre santé, pour notre bien-être, c'est un vecteur social, c'est un vecteur d'intégration. Donc, c'est très, très important que nous mobilisons en fait 5% de notre population, c'est-à-dire les femmes, pour pratiquer en fait le sport aujourd'hui et demain. Ce que tu dis est exact et moi j'ai l'impression que au départ, la pratique sportive est à peu près équivalente chez les enfants et plus on va avancer en âge, plus déjà ça se genre, si on peut dire ça comme ça, et il y a de moins en moins de femmes qui pratiquent, alors que, bizarrement, partout, on nous vante ça dans tous les médias. Quand l'été approche, on vous dit qu'il faut bouger, etc. Donc, il y a une injonction complètement paradoxale entre aller faire du sport, mais n'en faites pas non plus parce que bah, vous êtes une femme, donc vous risquez d'avoir vos règles, d'avoir des enfants, ou j'en sais rien. Mais finalement, ça bloque certainement l'entrée de plein de femmes dans la pratique sportive. Alors là, tu as parlé de plusieurs points très très importants. D'abord, en fait, il y a ce constat qu'effectivement, au jeune âge, les enfants entre 4 et 6 ans, souvent, il y a autant de filles que de garçons qui pratiquent en fait un sport, ce qui est finalement un très bon signe pour notre société. Et puis, il y a un constat entre l'âge de 12 à 18 ans, nous avons un réel décrochage sportif au niveau des filles. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, c'est clair, au niveau de l'éducation, au niveau de la socialisation, au niveau peut-être aussi de la perception du corps que les filles ont à cet âge-là, eh bien, ils commencent à délaisser le sport.
Certaines scientifiques ont également trouvé que on enseigne par exemple aussi la compétition différemment aux filles qu'aux garçons. Et tout ça, tout cet amalgame en fait de choses avec les stéréotypes, les jugements qui se font quand même facilement, qu'est-ce qu'une fille peut faire et ne peut pas faire, sont à l'origine que beaucoup de filles quittent en fait le monde sportif en tant qu'ados. Donc, je pense que c'est un vrai défi pour les clubs sportifs, pour les fédérations, pour voir et surtout aussi pour les entraîneurs, les entraîneuses, qu'est-ce que nous, on peut faire comme club pour garder en fait les filles, surtout aussi les talents. Il y a également énormément de bons talents. Et si nos filles en fait quittent les clubs, eh bien il y a un vrai problème après à l'âge de 20 ans, 30 ans, des filles qui pourraient monter dans le sport d'élite, qui pourraient justement s'exprimer à un niveau international, eh bien, elles ont quitté plus tôt et c'est vraiment dommage pour le sport, mais surtout aussi pour elles-mêmes. Est-ce que du coup, il y aurait une sorte de manque de formation? Parce que beaucoup d'encadrants disent quand même que depuis que progressivement la parole s'est libérée, bah, ils ont eux-mêmes pris conscience qu'il y avait des soucis comme des menstruations, les grossesses, les troubles alimentaires, etc. Donc la parole des sportives, elle peut vraiment faire changer les choses à partir du moment où on les écoute et donc où on peut alors bah, mettre quelque chose en place qui soit écologique pour tout le monde. Il faudrait vraiment que les responsables ouvrent les discussions. Tu viens d'en parler, le fait bah, de créer des workshops, d'avoir des tables rondes, de créer du lien, d'ouvrir les clubs à des expériences nouvelles. Est-ce que tout ça, finalement, mériterait ou aurait, enfin, est sous-tendu ou pas en amont par une formation qui manquerait ou quelque chose encore qui permettrait que les femmes soient vraiment écoutées complètement? Alors je pense là effectivement, tu parles aussi d'un sujet important, c'est, peut-être ce manque d'information, de formation, peut-être aussi de sensibilisation, de tout le personnel encadrant. Je pense souvent c'était pas par mauvaise intention, mais c'était Non. pas parce que finalement il y avait pas cette information, qui était là et comme en tant qu'homme, je peux comprendre que, le cycle d'une femme ou la menstruation, qu'est-ce que ça peut apporter ou gérer ou amener comme problème pour une sportive si je ne connais pas moi-même. Donc c'est vraiment, je dirais, des tabous qui viennent d'être levés dans notre société, mais surtout aussi dans le monde sportif, parce que peut-être avant, lorsqu'on parlait de sport, la norme, c'était le sport masculin. On parlait du corps masculin, alors que effectivement, le corps féminin apporte vraiment autre chose. Et là, je pense, il y a maintenant quand même tout une évolution qui est en cours. Les mentalités sont en train de changer. J'ai eu l'occasion de travailler ensemble avec le ministère des Sports et avec l'INAPS, donc l'Institut national d'activité physique et des sports. Et eux, justement, aussi prennent aujourd'hui en compte ce sujet important. Et entre autres, au niveau de leur formation, ils ont intégré aussi des modules pour sensibiliser les prochains entraîneurs ou entraîneuses, pour les sensibiliser au sujet et pour bien les préparer justement dans l'encadrement de sportifs et de sportives dans le futur. Donc là, on voit vraiment aussi que le monde s'ouvre. Il y a plus la prise de parole, elle est ouverte, elle est devenue beaucoup plus sensible. Et là, je pense que c'est très prometteur également pour le futur. Bon, toujours dans la bonne direction, c'est parfait. On ne rate pas l'objectif. Exactement. Ça me ramène à une série qui a été publiée sur Arte qui s'appelle Toutes musclées, qui retrace l'histoire du sport au prisme du muscle féminin. Alors évidemment, aujourd'hui, avoir un corps sain et musclé, c'est devenu une sorte d'idéal, sachant qu'en plus, ben, c'est chouette, ça libère les femmes qui ont souvent été, enfin longtemps interdites de pratiquer des sports. Mais en même temps, on se dit, il y a aussi là des injonctions bizarres parce que on nous pousse à aller vers plus de fermeté, de tonicité, avoir une sorte de corps idéal. Donc, on a d'un côté des femmes qui sont là complètement braquées sur leur corps et il faut absolument qu'ils ressemblent à quelque chose qu'on leur a inculqué. Et puis en même temps, beaucoup de restrictions encore, qui sont, dans le sport de haut niveau dont tu viens de parler. La question est: est-ce que le sport a vraiment libéré les femmes, aussi bien sur un plan, sportif d'ailleurs que de loisirs?
Alors ça, c'est une bonne question. Probablement, il y a un peu les 2. Je pense ce qui est tout à fait important et là, nous avons une responsabilité, toutes et tous, c'est que nous devons dire stop au diktat par rapport au corps idéal. Il n'y a pas de corps idéal. Merci. Chaque chacun a son corps et ça, je pense, c'est très, très important de pouvoir, en fait, transmettre ce message déjà aux jeunes filles, aux ados, aux femmes de manière générale et chacun avec son corps peut pratiquer quelque chose. Nous n'avons pas besoin de répondre à une certaine norme sociétale que certaines influenceuses ou certains influenceurs souhaitent en fait mettre en avant que le corps idéal est ceci et cela. Il n'y a pas de corps idéal, ni pour les femmes, ni d'ailleurs pour les hommes. Et ça, je pense aussi, joue vraiment au niveau en fait du sport. Donc, je pense là aussi, il y a une discussion à faire de nouveau par rapport au jugement que nous avons, par rapport aux représentations que nous avons aussi au niveau du corps idéal, par rapport à l'image que nous souhaitons donner. Nous savons tous que dans le passé, nous avons souhaité donner souvent aussi dans le sport une image sexiste des femmes. On n'a pas en fait mis l'accent sur le résultat, sur leur performance, mais plutôt sur en fait comment est-ce qu'elles se présentent, les vêtements, des questions privées, est-ce qu'elles sont belles? Je me rappelle lors des JO, il y a eu un fameux magasin, français que dont je cite pas le nom, qui avait mis en place les plus jolies femmes des JO. Donc c'est pas ça que les femmes recherchent dans le monde sportif, ce qu'elles cherchent, c'est une reconnaissance par rapport à leurs performances, par rapport aux résultats et par rapport aux efforts qu'ils font. Donc je pense que c'est là aussi toute une discussion qu'il faut mettre en place et lorsque nous sommes entourés ou nous rencontrons des personnes qui parlent encore de corps idéal, je pense là aussi ça nécessite une discussion dans nos écoles, dans notre société de manière générale pour justement ne pas enfermer les femmes dans une pensée de corps idéal, mais pouvoir leur redonner ou s'approprier leur corps qui est le leur et dire mais voilà, chaque corps a sa place, chaque femme a sa place dans notre société. Ah, merci pour ces mots Mmh. libérateurs. Franchement, on ne peut pas dire autre chose. Bravo. Donc, les filles, allez-y, pratiquez ce que vous avez envie de pratiquer. C'est le moment avec votre corps, là où vous en êtes. Mais en tout cas, tu l'as bien dit, Joël, on a tous eu toute une place et on peut être reconnu pour notre performance sans obligatoirement avoir un petit maillot ras les fesses. D'ailleurs, c'était évoqué dans la série Toute musclée, cette problématique de la représentation de la femme et Mmh. du corps de la femme idéalisé qui n'est évidemment pas ce qu'on recherche et dans cette émission aujourd'hui, dans cet épisode, ce qu'on a envie justement, c'est de redonner la parole et la place aux femmes pour ce qu'elles sont et pas pour ce qu'elles devraient supposer être. Alors, tu en as parlé un tout petit peu au début de notre entretien, des sportifs qui ont soutenu ton projet. La question, peut-être, je devrais leur poser à elles, mais puisque tu es là, tu peux peut-être y répondre. Est-ce qu'elles se sentent aussi impliquées et soutenues par, écoutées en tout cas par leurs fédérations respectives, ou bien est-ce qu'elles ont encore l'impression qu'il leur manque un peu d'espace pour s'exprimer? C'est vrai que c'est peut-être une question plutôt à poser à elle, directement. En tout cas, je peux parler de mon expérience, à moi, par rapport à tous les projets que j'ai pu, initier par rapport à promouvoir les femmes dans le sport. Les sportifs, étaient toujours au rendez-vous. Elles ont bien apprécié, en fait, les différents projets. J'ai eu l'occasion, dans le cadre du Conseil national des femmes, d'initier un livre sur le sport féminin à Luxembourg, ensemble avec, Pierre Gritius et nous avons également fait un état des lieux des athlètes, luxembourgeoises féminines qui ont participé aux Jeux olympiques depuis, 1924 jusqu'à aujourd'hui. Et je dois dire, en fait, tous ces projets ont toujours été bien accueillis, par les sportifs, par les personnes qui les ont, encadraient et souvent après, j'ai eu, des messages justement de retour de ces personnes, de ces femmes qui m'ont dit: «Mais merci, merci enfin de parler de nous. Merci enfin de nous reconnaître parce que c'est vrai, dans le passé, elles étaient très peu visibles. Donc, je pense que toutes ces actions permettent à mettre les femmes en avant parce qu'elles étaient là. Elles étaient là depuis 100 ans, mais peut-être elles étaient là toujours au deuxième rang, elles étaient là dans l'ombre. Et peut-être même celles des générations avant nous, elles avaient très peu le droit à la parole. Elles étaient souvent, après leur réalisation, leur performance sportive, elles allaient se marier et puis commençait la vie familiale traditionnelle et puis le sport était mis de côté.
J'ai encore eu l'occasion de rencontrer une des femmes luxembourgeoises qui avait participé aux Jeux olympiques en 48 à Londres. C'était à l'époque une dame âgée de 88 ans et avec vraiment des larmes dans les yeux, elle m'a remercié en disant, mais voilà, c'est génial d'avoir en fait aujourd'hui ce livre entre mes mains. C'est pour la première fois qu'on parlait, qu'on reconnaît ce qu'à l'époque on faisait, parce que après les JO, eh bien, une fois marié, c'était fini. Donc, je pense que c'est important de garder aussi en mémoire tout ce que les femmes ont déjà fait dans le passé et de mettre aujourd'hui, en fait, leur histoire aussi par écrit et de respecter, en fait, aussi ce patrimoine sportif qui est là et que nous souhaitons également transmettre aux prochaines générations. Bah, merci pour elle. Et puis effectivement, comme tu dis, c'est important de mettre ça aussi en avant, même si c'est un peu rétroactif, et qu'elles sont plus forcément toutes là pour, en apprécier, le contenu. On mettra les références dans les notes de l'épisode, évidemment. Tu viens un petit peu de peut-être le dire, mais comme, j'aime bien toujours terminer comme ça, les épisodes, d'éclat de voix, demander un conseil, quelque chose que nos auditrices, nos auditeurs pourraient faire pour modifier un petit peu leur perception des choses, enclencher un mouvement, changer la donne et rendre un maximum possible leur place aux femmes dans les pratiques sportives et surtout d'être déjà entendues. Alors, je pense que le mouvement est en cours. J'appelle justement alors les auditrices, les auditeurs à se joindre à nous. Il y a des petites choses à faire dans leur club sportif, dans leur quotidien. Parler des performances en fait des femmes, s'associer à nous pour des actions, s'associer à nous pour des tables rondes, veiller à une représentation équilibrée lorsqu'elles font partie du monde sportif, dans les réseaux sociaux, dans des publications, etc. Et surtout pour clôturer, je souhaite justement citer Serena Williams qui avait dit si bien, à toutes les femmes, nous pouvons le faire. Et je pense que c'est exactement ça. On a la force, on a la conviction, nous avons l'ambition. Ensemble, nous sommes fortes et ensemble, nous allons avancer. Merci, vraiment, merci de tout cœur, Joël, pour cette conclusion qui ne peut faire que nous emballer et nous faire suivre ton chemin. Et merci aussi pour l'engagement que tu prends depuis des années pour cette cause. Alors, tu l'as dit, c'est sur tous les plans, mais bon, puisqu'aujourd'hui on parle particulièrement du sport, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais comme tu l'as bien précisé, c'est en route. Et des gens comme toi, bah, si on avait encore plus qu'on pourrait suivre comme ça, je suis certaine que ça irait plus vite. Mais ton dynamisme va forcément irradier un peu partout. Et j'espère que cet épisode de podcast pourra t'aider à faire porter ta voix le plus loin possible. Merci beaucoup. Merci justement à toi, Anne-Claire, parce que je pense des moments comme aujourd'hui, ça nous permet de porter la parole justement très très loin. Et entre femmes, nous pouvons justement nous soutenir, avancer ensemble. Et je pense aujourd'hui, on a pris un petit moment pour en parler ensemble. Merci encore. Merci, à bientôt. Voilà, les pistes sont lancées, les débats ouverts. Il y a encore du chemin à parcourir avant que la parole des femmes sportives soit écoutée, entendue, représentée et reprise à sa juste valeur, mais les choses progressent, avancent, courent, pédalent, nagent. Bon, agissons chacun, chacune à notre mesure. Pour approfondir notre échange avec Joël, rendez-vous donc dans le numéro 27 de Mental qui paraîtra le 31 janvier prochain. En attendant de le lire, faites circuler la bonne parole d'éclat de voix. Commentez, mettez des étoiles sur Apple Podcasts pour le faire connaître au plus grand nombre. Et si vous aussi avez envie de devenir partenaire du podcast, le temps d'un épisode ou d'une saison, c'est avec grand plaisir que nous pourrons en discuter. Pour cela, contactez-moi sur le site anneclairedelval.com ou via les réseaux sociaux. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, à vos éclats de voix, sportifs ou non.